D'abord, félicitations pour cet excellent exposé. J'ai beaucoup apprécié, tantôt pour le contenu de votre exposé, comme pour ce que nous appelons en sophrologie la réalité objective. C'est-à-dire, on voit que vous vivez ce que vous dites. Et je crois que c'est essentiel. Et de l'autre côté, c'est un plaisir de nous trouver entre des représentants de deux disciplines qui ont beaucoup à parler ensemble. Je crois que c'est la première fois que dans un congrès, nous avons fêté ici même, dans cette même salle, 3 symposiums dans lesquels nous avons parlé de sophrologie et sophrologie et sophrologie, parce que nous avons beaucoup aussi à dire et à vivre en sophrologie, mais nous avions l'intuition de la nécessité de nous ouvrir à des autres courants qui existent dans l'actualité et qui ont beaucoup de, je dirais, de raisons et de respect. Et je crois que c'est important, ce dialogue entre les deux disciplines. Donc, si vous voulez, ce que nous pouvons faire pendant cette demi-heure, permettez-moi de vous nommer comme mon cher cousin. Parce que je sens un petit peu comme si on était des coussins et que nous partageons beaucoup de choses. Et nous avons des parents qui sont frères et nous avons suivi des chemins vitaux semblables. Donc, pendant cette demi-heure, ce que nous pouvons faire, c'est de parler de nos vivances, comme des confrères cousins que nous sommes. Et ici, si vous voulez, nous allons d'abord parler par rapport à nos parents. Donc, vous, avec l'histoire, comment Jon Kabat-Zinn a cherché à développer cette courant que nous apprécions beaucoup, les mindfulness, la pleine conscience. Et de l'autre côté, moi, d'une façon plus brève, parce que vous les connaissez tous, l'histoire de mon père, et que précisément nous venons de nous rappeler maintenant dans l'introduction. Donc, si vous voulez, quelques mots, parce que je voudrais, dans une demi-heure, essayer aussi, j'ai tout en planning, de parler sur les similitudes et aussi, bien sûr, les différences. Mais nous allons faire beaucoup plus attention sur les communs dénominateurs que nous avons dans nos disciplines. Donc, comment est-ce que Jon Kabat-Zinn a eu cette idée de chercher, en étant scientifique des formations, dans les yoga, dans le bouddhisme? Oui, ça c'est un point qui rapproche ces deux disciplines, effectivement. C'est qu'au départ, il y a quelqu'un qui est un visionnaire, quelqu'un qui a une vision très précise. Dans le cas de Jon Kabat-Zinn, donc, qui est le biologiste nord-américain. Au départ, ce n'était même pas un soignant, John, c'est quelqu'un qui fait de la biologie moléculaire. Donc c'est plutôt un chercheur scientifique, mais passionné à titre personnel par le zen, le yoga, la méditation et le bouddhisme, mais qui en tire profit personnellement, qui voit autour de lui des gens en bénéficier en termes de bien-être psychologique, en termes de santé, qui se dit mais quel dommage que ces techniques, ces approches, ces visions ne puissent pas être proposées à un plus grand nombre, simplement parce qu'elles ne sont pas laïques. Et donc il cogite, il réfléchit à la manière de les laïciser, de les séculariser, de les codifier aussi, parce qu'il a très tôt le sentiment que si on ne peut pas codifier, dire voilà, séance 1, séance 2, séance 3, en faire des outils qui soient les mêmes dans le monde entier, être sûr qu'on fait le même type de méditation de pleine conscience à New York, à Barcelone, à Moscou, à Tokyo, etc., eh bien, ça va être un peu le bazar, quoi. Chacun va faire sa petite méthode à lui. Donc, il a cette vision de génie de se dire je laïcise, je codifie et je teste tout de suite avec des protocoles scientifiques. Et ça, effectivement, c'est ce qui a permis finalement à la pleine conscience de connaître cet essor énorme. Donc au départ, la vision de quelqu'un qui a une intuition très forte, qui a des convictions très fortes, qui est persuadé que c'est un bienfait pour l'humanité, à quoi il est en train de réfléchir, qui lance ce mouvement et qui le met sur les rails de la validation scientifique. Et aujourd'hui, c'est vrai que la validation scientifique est quand même un sésame facilitateur considérable.
C'est intéressant parce que de l'autre côté, nous voyons aussi un jeune chercheur des années 60 qui était médecin, qui est médecin et psychiatre, mais qui cherchait aussi à avoir une méthode et qui aussi a structuré, peut-être pas avec ces mêmes bases scientifiques. Et là, nous voyons des similitudes et différences. Parce que en étant ici en Espagne, en développant lui-même une méthode que, comme vous avez vu, a pris 50 ans pour petit à petit se développer, il a eu beaucoup plus d'attention sur la recherche phénoménologique que la recherche cartésienne. Et je vois là aussi la grande différence des points de vue de communication au niveau scientifique, parce que comme nous avons vu cet énorme tableau avec 400 publications par an, et nous avons des centaines, et je pourrais dire des milliers de phénodescriptions, mais qui ne sont pas cartésiennes, sont phénoménologiques. Donc là, je dirais, il y a cette différence par rapport à un chercheur, donc dans la biologie, un médecin psychiatre qui constate les phénomènes et qui petit à petit a une méthode que nous allons voir maintenant les similitudes et les différences. De l'autre côté, laïque, je vois que bien sûr, tantôt la pleine conscience comme la sophrologie, en ayant des bases orientales, donc nous avons le yoga, le bouddhisme et le zen, ont surtout voulu souligner le côté laïque en respectant la religion de la personne qui les pratique, mais pas en nous impliquant avec la religion qui les orientaux pratiquent. Et de l'autre côté, j'ai un point aussi très général, et c'est un petit peu comme les contextes et l'attitude. D'abord, vous avez dit ici dans votre exposé et vous dites dans vos livres, la pratique. Une chose, c'est savoir, et l'autre chose, c'est faire. Et dans ce côté-là, c'est important de souligner l'importance de faire. Parce que, comme nous disons aussi en sophrologie, bien sûr, nous avons toute une épistémologie qui est essentielle, mais si nous ne pratiquons pas, il n'y a pas un changement. Donc, comme vous dites, la pratique, comme nous disons la vivance, en sophrologie, nous la considérons comme une loi. Nous parlons des lois de la sophrologie, c'est la vivance, un petit peu comme l'expérience vécue, qu'on dirait en termes plus français. Vivance, c'est un néologisme qui est pris de l'espagnol vivencia et de Erlebnis en allemand. Et surtout la répétition vivencielle. Donc, je vois aussi que dans la pleine conscience, et quand vous dites et quand vous pratiquez à la clinique Sainte-Anne, s'il n'y a pas ni la pratique, ni la répétition, nous n'avons rien. Oui, ça c'est... Les concepts ne guérissent pas, les concepts ne nous transforment pas. Ce qui nous transforme, c'est la déclinaison, l'incarnation de ces concepts dans notre quotidien. Et par rapport à cette question de vivance, c'est vrai que c'est un très beau terme et qui correspond, à mon avis, d'assez près à ce que nous recommandons à nos patients. Nos patients vivent beaucoup dans le virtuel de leurs angoisses, de leurs préoccupations, de leurs anticipations, de leurs ruminations. Chaque fois qu'ils sont dans ces angoisses, ces anticipations, ces ruminations, ils ne sont pas dans la réalité, ils sont à table avec leurs enfants qui parlent, qui rient, et eux sont dans leurs soucis, ils sont dans un monde virtuel. Ce que nous leur demandons, c'est la chose suivante, c'est leur dire, c'est important de réfléchir, c'est important d'anticiper, c'est important de songer au passé, mais c'est important de ne pas être tout le temps là-dedans, tout le temps dans ces ruminations. Donc, revenez à l'instant présent, revenez simplement au fait d'être présent à ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de respirer, d'avoir votre corps, de regarder vos enfants, de les écouter. Et cette partie-là de votre vie est au moins aussi importante, sinon plus, que la partie demain, est-ce que je vais y arriver, ou hier, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc, répéter, pratiquer et aussi être dans le réel, être dans la réalité. Et souvent, nos patients ont peur de la réalité, ils fuient dans la virtualité, mais c'est pire là-haut. Et c'est beaucoup plus simple d'affronter nos difficultés en vrai que de les affronter dans nos représentations mentales. Tout à fait. Et là, du point de vue de la méthode,
Je vois aussi qu'il y a des points qui sont très similaires par rapport à les objectifs, comme nous appelons en sophrologie les objectifs viventiels. Et chacune des techniques, comme vous voyez tout à l'heure dans les tableaux que nous avons montrés, a certains objectifs viventiels. Et comme vous voyez en sophrologie, nous commençons par le corps, nous continuons par l'esprit, après les émotions, après les valeurs. Je vois qu'en pleine conscience, vous commencez aussi par la prise de conscience du corps. Et vous parlez de la posture et j'ai vu que vous faites la relaxation en sens caudocéphalique, nous le faisons céphalo-caudal. C'est pas, il y a des petites différences qui sont plutôt inspirées sur le yoga. Et de ce côté, ce que je vois d'une façon très, très claire, c'est que plus ou moins, dans le côté, disons, de la méthodologie, d'une façon séquentielle, comment Kabat-Zinn et mon père, on est arrivé à des points, disons, essentiels de l'être humain. La prise de conscience du corps. Donc, comment faites-vous dans la pleine conscience pour prendre conscience du corps? Donc, j'ai écouté plusieurs de vos enregistrements pour un petit peu me familiariser sur la pleine conscience. Et donc, installez-vous dans une position confortable, prise de conscience de la posture, la respiration, le souffle. Comment c'est encore, comment vous faites pour cette prise de conscience de la présence du corps? À mon avis, c'est simplement une question de temps. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est que la plupart de nos contemporains ne tiennent pas compte de leur corps. On ne prête attention à notre corps que quand il nous fait mal, que quand on a mal à la tête, mal au dos, et le reste du temps, c'est une sorte d'outil. On traite notre corps comme on traiterait une mobilette, finalement. Alors que c'est plutôt un cheval ou un âne, c'est-à-dire c'est un être vivant, c'est une entité vivante qu'on doit pacifier, connaître, avec qui on doit établir un rapport de complicité, enfin, même s'il ne faut pas séparer notre corps de nous-mêmes. Et moi, ce qui me frappe beaucoup chez nos patients, c'est qu'ils ne prennent jamais le temps de se poser et d'accorder de l'attention et de l'affection et de la tendresse à leur corps. Et au fond, moi, je crois que c'est aussi simple que ça. Si chaque jour, je m'assieds et je prends pendant 10 minutes, un quart d'heure, quelques minutes au début de ce quart d'heure pour me promener dans mon corps avec bienveillance, avec douceur, voir quelles sont les sensations. S'il y a des sensations douloureuses, continuer d'essayer de respirer dans ces sensations, avoir de la douceur pour moi-même, avoir de la tendresse pour moi-même, noter ces sensations et me dire peut-être ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu d'assouplissement, que j'aille me faire masser, etc. Je crois que le simple fait de se rendre présent avec tendresse à son corps suffit pour beaucoup mieux l'habiter, plutôt que cette espèce d'exploitation du corps ou de mépris du corps. C'est vraiment... tout commence là, en tout cas. Tout commence là, à notre avis. Et après, les techniques, évidemment, les techniques sont importantes, mais si déjà on ouvre cet espace d'attention et de tendresse envers son corps, les 9/10 du boulot sont faits. C'est bien. En sophrologie, nous utilisons dans la pratique du premier degré de la relaxation dynamique qui est inspirée dans le yoga, il y a quelques exercices qui sont systématisés en régions de notre corps que nous appelons des systèmes Isokai, systèmes psychosomatiques, si on peut le dire comme ça. Et ce que nous faisons, ce sont des mouvements pour prendre conscience de la forme du mouvement dans chacune de ces régions de notre corps. Et après d'avoir fait ce mouvement, nous nous asseyons. Normalement, ça se fait debout. Après, nous nous asseyons pour écouter. Donc, pour diriger notre attention à cette partie où, petit à petit, grâce à le développement de la méthode, nous allons affiner cette écoute d'une façon, je dirais, systématique. Et la peau, et les muscles, et les os, et les organes internes, de cette façon que cette présence devient de plus en plus, je dirais, aussi
consciente dans la vie quotidienne. Donc, c'est la corporalité comme un dénominateur que nous voyons. Oui, oui. De l'autre côté, l'esprit, et ça m'a surpris et j'ai beaucoup aimé la façon comment vous traitez l'attention. Je dirais que l'attention, c'est une des capacités avec majuscule que la psychologie positive travaille comme une prise de conscience d'une réalité de plus en plus nécessaire. Et comme vous développez cette attention élargie, cette attention dans laquelle petit à petit, il y a un temps pour l'écoute d'un bruit, il y a un temps pour prendre conscience de cette pensée, pour revenir, pour rediriger l'attention vers sa propre corporalité. Je partage 100% cette besoin dans tous les âges et principalement, comme vous disiez tout à l'heure, chez la jeunesse. Et je crois que de plus en plus, il y a un risque d'attention fragmentée et pour toute l'influence d'informations qui vient de l'extérieur et pour toute cette information qui vient d'une façon superficielle, vite et différente. Donc, c'est les moments, et grâce à la pleine conscience et aussi avec la sophrologie, un programme que nous avons développé pour les jeunes dans lesquels nous travaillons, les valeurs, c'est l'attention comme une valeur intellectuelle qui est important de développer, que je crois que c'est tout à fait nécessaire pour commencer déjà une vie avec laquelle nous allons développer encore plus de attention sur des autres domaines. Si vous voulez parler quelques mots par rapport à l'attention. Oui, oui. Enfin, je vais essayer de ne dire que quelques mots parce que là, je suis reparti pour 3 quarts d'heure. Sans fin. C'est vrai que l'attention, c'est l'œil de notre esprit. Alors ça, c'est un truc central. C'est sur quoi notre esprit se fixe. Alors, peut-être le point le plus important que nous transmettons à nos patients, c'est que dès qu'il y a une forme de souffrance ou de détresse, ça va entraîner 3 choses concernant notre attention. D'abord, notre attention va se resserrer, ne va plus être élargie, c'est-à-dire réceptive à tout ce qui compose notre vie, mais se focalise et se resserre sur la souffrance. Si j'ai très mal aux dents, je ne fais plus attention qu'à mon mal de dents. Et je ne peux plus voir tout le reste, je ne peux plus voir que j'ai un conjoint sympa, des enfants sympas, que je vis en démocratie, que la vie est belle malgré tout. Il n'y a plus que mon mal de dents. Donc, premier point, l'attention se rétracte sur la souffrance. Lorsque l'attention est rétractée sur la souffrance, elle va avoir tendance à être une attention mentalisée, une attention analytique. Je vais commencer à m'apitoyer, à m'inquiéter, que vais-je devenir, je n'ai pas de chance, etc. Et le troisième point, c'est que c'est une attention qui va rester fixée. Ce qu'on essaie d'apprendre lors des exercices de pleine conscience, c'est la même chose que les conseils que vous donnent vos amis. Ils disent, mais effectivement, il y a ce problème dans ta vie, mais regarde autour de toi, il y a aussi des trucs bien, mais on n'a jamais appris à élargir notre attention à tout le reste. Il ne fait pas que cogiter sur ce qui va mal, etc., etc. Donc, dans la pleine conscience, ce qu'on essaie de proposer à nos patients, c'est un entraînement à cultiver du mieux qu'on peut, et progressivement, c'est un programme d'apprentissage, une attention ouverte à tout. Et dès qu'on sent qu'elle se rétracte pendant la séance de méditation, si vous méditez une demi-heure, à certains moments, votre attention va se rétracter sur un bruit qui vous dérange, sur une crampe de posture, sur des pensées préoccupantes. Dès qu'on s'en aperçoit, c'est comme avec le souffle, on rouvre. Donc ça, c'est un premier entraînement. La deuxième chose qu'on apprend dans les états de pleine conscience, c'est à développer un état d'attention non mentalisé, peut-être que vous appelleriez présentiel, c'est-à-dire être très attentif sans mots. C'est l'attention, je crois, vous donniez un exemple, je crois, d'un surfeur, c'était très intéressant, c'est l'attention du surfeur ou du skieur. Quand vous faites du surf ou du ski, vous êtes très attentif, mais au moment où vous êtes sur la vague, vous ne vous dites pas, attention, cette vague est à 30 degrés d'inclinaison, le vent est force 7, je dois plier ma jambe droite. Vous êtes dans une attention qui est très présentielle, on appelle ça, nous, l'attention immergée, aucun mot, mais une présence très intense. Et on essaie de travailler ça dans la pleine conscience, c'est-à-dire être attentif à tout, mais sans avoir besoin des mots, des jugements, etc. Et le troisième point, c'est une attention fluide, qui ne soit pas fixée, engluée sur un objet particulier, mais qui soit capable
de pouvoir se tourner vers tout sans s'accrocher à rien. Voilà. Et cet entraînement attentionnel, très sincèrement, je pense qu'il est au centre de nos pratiques méditatives. Si, si, je suis tout à fait convaincue. Je crois que la capacité de l'attention, aussi en sophrologie, on la développe grâce à adresser notre attention d'une façon intentionnelle à plusieurs objectifs, un petit peu de la même façon. Donc, soit à notre corporalité, soit à nos pensées, soit à nos émotions, soit à nos valeurs. On en parlera plus tard. Et en parlant des émotions, aussi, je vois d'un côté une similitude, et là, je ne sais pas si dire une divergence, on va en parler. D'un côté, nous voyons comment vous aussi, dans la psychologie et dans la pleine conscience, on parle des émotions, et bien sûr, on contemple ou on constate ou on laisse ou on accueille les émotions telles qu'elles sont, les positifs, les négatifs. Et on essaye de les donner une place sur beaucoup plus d'autres choses et pas se laisser immerger sur l'émotion de cette façon que je ne suis pas l'émotion, mais je contemple l'émotion. On parlait de ce sujet-là pendant les symposiums derniers que nous avons consacrés au sujet de l'émotion. J'ai une question. En sophrologie, nous parlons du principe d'action positive, c'est-à-dire, bien sûr, nous accueillons, nous regardons, nous acceptons les émotions négatives, mais ce que nous voulons surtout, c'est développer les émotions positives grâce à notre intentionnalité, c'est-à-dire, c'est comme aller chercher dans notre bibliothèque intérieure les ressources, soit dans les souvenirs, et là nous allons parler aussi de la temporalité, et soit du moment présent, soit dans les moments futurs, pour pouvoir, d'une façon intentionnelle, somatiser, incorporer, corporaliser les émotions positives. Comment on les vit dans la pleine conscience? Oui, là il y a une vraie différence. C'est-à-dire, je pense, depuis que je vous ai rencontré, depuis que j'ai regardé de plus près comment fonctionnait votre travail en sophrologie, très clairement, vous êtes sur une approche psychothérapique. La pleine conscience, la méditation de pleine conscience n'est pas une psychothérapie, c'est un outil de style de vie. Et donc, effectivement, ce qu'on va expliquer à nos patients par rapport à ce travail émotionnel, c'est qu'il ne se substitue pas à une psychothérapie. La plupart de nos patients, les patients qui viennent sur nos groupes à Sainte-Anne, sont déjà en psychothérapie ou ont déjà fait une psychothérapie. Lorsqu'ils arrivent sur les groupes, la première chose qu'on leur dit, c'est « ce n'est pas une psychothérapie. Ce que vous allez faire n'est pas une psychothérapie. Nous n'allons pas adopter une posture, une position de psychothérapeute. Nous allons être des instructeurs. On va vous donner un apprentissage dont vous allez vous servir. » Donc, effectivement, très probablement que votre démarche est plus ambitieuse, va plus loin, elle est plus complexe. Nous, c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, pour répondre à votre question, le discours qu'on tient par rapport aux émotions est le suivant. On leur dit il y a des tas de façons de faire face à ces émotions douloureuses. On peut parfois essayer de les ignorer. On allume la télé, on parle avec un ami, on boit une bonne bière. On peut parfois essayer de les combattre, de les chasser, de les relativiser, de les faire évoluer vers quelque chose de plus positif, de plus constructif. Et puis on peut tout simplement les accepter, se dire « Ok, tu es très énervé, tu es très triste, tu es très malheureux, arrête-toi, héberge ça, mais héberge ça non pas en le ressassant, le ruminant, en te recroquevillant dessus, héberge ça dans un espace de conscience aussi vaste que possible. Accepte cette douleur, cette souffrance, sans quitter le monde. Accepte-le dans la réalité et pas dans la virtualité. C'est une façon de faire, il y en a d'autres. Nous, en pleine conscience, on va vous apprendre à développer cette façon de faire qui est écologique, qui est de permettre à la souffrance d'être là parce qu'on est persuadé qu'il y a des capacités d'auto-résolution et d'auto-guérison dans notre esprit comme il y en a dans notre corps. C'est un petit peu comme on arrête de gratter une plaie, on la laisse être là,
on ne la recouvre pas de... Voilà. Et la souffrance émotionnelle, on propose de faire pareil. On est conscient qu'on ne peut pas toujours faire comme ça, que parfois, il faut développer des stratégies plus thérapeutiques, plus interventionnistes, mais on est persuadé aussi qu'il faut savoir faire ça. Si. Je vois qu'il nous reste 5 minutes, c'est incroyable, il faut aller vite. Le timekeeper est impitoyable, hein, ça rigole pas. Alors, on a les panneaux, 5 minutes, 1 minute, taisez-vous maintenant, quittez la scène. On serait ici toute la journée, c'est un plaisir de parler avec vous et d'être ici parmi nous, on se sent bien accompagnés. Non, on n'est pas en psychothérapie. Je crois que là aussi, on a un commun dénominateur, et je l'avais souligné ici. Et comme vous dites, vous êtes des entraîneurs, non? Des instructeurs dans un de vos livres. Et je l'ai souligné parce que je disais, nous aussi, nous sommes aussi des instructeurs. Et l'effet, c'est que d'ici, cette groupe IT qui représente un petit peu un échantillon de la sophrologie actuelle, des thérapeutes, on n'est pas la majorité, je dirais qu'on est à peu près 50%, plus ou moins, ça dépend de chacune de nos spécialités, mais on est aussi et dans la pédagogie, et dans l'entreprise, et dans la qualité de vie, en somatisant le positif. C'est-à-dire, c'est vrai que d'un côté, c'est important d'accueillir, et je suis 100% d'accord sur l'acceptation et la contemplation de ce que nous avons. Une chose que j'ai beaucoup aimée de vos livres, c'est le problème, ce n'est pas ce qui m'arrive, sinon c'est comment je vais répondre à ce qui m'arrive. Et je crois que c'est essentiel parce qu'en sophrologie aussi, nous contemplons, nous prenons conscience de la présence de l'état actuel au niveau présentiel, au niveau interpersonnel, au niveau, etc. Et l'important, c'est être sujet de et pas objet de. Et de l'autre côté, oui, développer d'une façon intentionnelle certaines de ses propres capacités. C'est-à-dire, à moi, j'ai un trésor énorme de ressources dans lesquelles c'est vrai que j'ai des vivances négatives. C'est vrai que j'ai quelquefois des pensées aussi perturbateurs. Mais comment puis-je développer mes pensées positives d'une façon intentionnelle, sans que ça soit thérapeutique? Comment puis-je développer mes émotions positives d'une façon intentionnelle? Et comment puis-je, et maintenant je vais au dernier avant que le temps passe, parce que c'est aussi très important, développer, et là nous passons un échantillon de psychologie positive, et que j'aime aussi beaucoup avec Seligman, et mes valeurs. Parce que je dirais que l'effet de pouvoir somatiser les valeurs comme quelque chose qui est au-delà d'idéal, mais qui est corporel, présentiel, c'est aussi une des grandes qualités que nous pouvons faire les êtres humains, comme comment on pourrait dire, une personnalité acquise au-delà d'une réalité que j'ai. Comment, et je suis désolée par le temps, on peut le vivre des points de vue de la pleine conscience et la psychologie positive. Oui. Alors, ce sont deux disciplines clairement séparées. Par exemple, à Sainte-Anne, nos groupes de psychologie positive sont séparés des groupes de pleine conscience. Pour l'instant, on n'a pas tenté la moindre fusion. Pour autant, ce qui est clair et passionnant, c'est que on a des études qui montrent que, par exemple, vous savez, là je vous ai parlé de la méditation de pleine conscience, mais on a aussi beaucoup de pratiques méditatives qu'on est en train de codifier, tournées vers la compassion, tournées vers l'altruisme, donc où on va d'abord se stabiliser, un peu comme dans la pleine conscience, vraiment se rendre extrêmement présent, stabiliser son esprit, ouvrir son champ attentionnel, etc. Et puis, ressentir dans notre corps des pensées altruistes pour les gens qu'on aime, pour l'humanité tout entière, etc., de la compassion. Ok. Vous faites suivre cet entraînement de pratique méditative tournée vers l'altruisme et la compassion à vos volontaires, et au bout de 2 mois,
vous les mettez dans diverses situations sociales expérimentales, comme font les psychosociaux, voilà, ils sortent du labo, puis quelqu'un tombe devant eux, renverse son sac, et vous regardez si ceux qui ont médité sur la compassion vont être plus nombreux à aider que ceux qui n'ont pas médité, mais à qui vous avez donné une tâche placebo comparable, à qui vous avez fait faire de la gym cérébrale ou des trucs comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que ressentir émotionnellement, visualiser, faire descendre dans son corps ses intentions et ses émotions de compassion, d'altruisme, modifie le comportement des volontaires. Ça, c'est des trucs extraordinaires. Pour autant, en psychologie positive, on n'en reste pas là et on fait pratiquer des exercices délibérés où on demande à nos volontaires, enfin à nos participants, chaque jour d'accomplir 3 bonnes actions, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très étonnant de voir comment une certaine qualité de présence psychologique, d'espace psychologique, au sein de laquelle on dépose des intentions et des incarnations de compassion, modifie secondairement nos comportements. Ça, tous ces exercices sont issus du bouddhisme tibétain qui insiste énormément sur ces pratiques compassionnelles et c'est vraiment frappant et c'est actuellement une des tendances lourdes sur laquelle on est en train de travailler et notamment autour de l'autocompassion. Apprendre à nos patients à être plus bienveillants envers eux-mêmes, développer de la bienveillance et de la douceur envers eux-mêmes. Merci, merci Christophe. Est-ce que je pourrais rajouter 5 minutes? Allez-y, Natalia. Non, je comprends que vous allez conclure, Natalia, hein, c'est ça. Donc, oui, je suis mais désolé, bon, je crois que monsieur ça le va gardien la peine. du temps. Non, on peut parler un peu. Si. Bon. Allez, parce que moi, je serais frustré si on ne parle pas quand même un peu de la suite des événements. Moi, ma conviction, vous parliez au tout début des histoires de discipline cousine. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train de se jouer actuellement dans le champ, pas seulement de la médecine, mais du soin en général, qui est qu'on est en train de comprendre, on est en train d'arriver à une certaine limite de la médecine traditionnelle, avec les médicaments, la démarche, je soigne un symptôme par un médicament, etc., et de redécouvrir la puissance de ce qu'on pourrait appeler la médecine du cerveau, ou le pouvoir guérisseur de l'esprit. Voilà, pouvoir guérisseur de l'esprit. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a une revue qui est très intéressante, qui s'appelle Cerveau et Psycho, qui vient de publier un hors-série sur, je ne sais pas, l'esprit qui guérit, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans laquelle on a réuni pas mal d'articles. On est en train de redécouvrir l'eau tiède. Les médecins, les chercheurs, les scientifiques sont en train de s'apercevoir que finalement, par exemple, ce qu'on appelle l'effet placebo, qu'on traitait avec beaucoup de mépris en médecine, en disant c'est de l'autosuggestion, etc., c'est tout simplement la capacité de notre esprit à se guérir lui-même, à guérir ses souffrances lui-même, à sécréter des endorphines, etc., etc. Et là, on est en train, hier, je faisais un cours avec plusieurs collègues, on a créé un diplôme universitaire de méditation et relations de soins, et on faisait le cours sur les neurosciences, la recherche en neurosciences, etc. Donc, on avait invité quelques jeunes chercheurs qui travaillent sur l'hypnose, qui travaillent sur l'imagerie cérébrale, etc. Et l'un d'entre eux présentait des résultats très passionnants. Il comparait ce qui se passe dans le cerveau des personnes, c'est des populations de gens qui ont des douleurs chroniques. Donc, il comparait ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui ont des douleurs chroniques, selon qu'on les soigne, qu'on les aide par hypnose ou par la méditation. Dans les deux cas, ça marche très bien, tout comme la sophrologie marche certainement très bien. Et ce que montraient ces recherches, c'est que ça ne passe pas par les mêmes voies cérébrales. Ce que montrent en gros ces recherches, c'est que l'hypnose passe par les mêmes voies que le placebo. Vous savez que quand vous donnez un placebo à un volontaire et que vous regardez dans son cerveau ce qui se passe au niveau de la neuroimagerie, il y a des modifications assez fortes qui correspondent aux zones du cerveau qui libèrent des endorphines, parce que quand le placebo marche, ce n'est pas juste de la suggestion, c'est que le cerveau se met à libérer des endorphines parce que la personne croit que le médicament va la soigner. Mais on peut continuer à progresser dans la connaissance de nos fonctionnements cérébraux pour que le cerveau puisse libérer des endorphines sans
qu'il croit recevoir ou non un médicament. Et c'est très certainement ce à quoi arrivent certains yogis, certains lamas, certains de nos patients qui... enfin, je finis, puis je vous raconte après. Donc, d'un côté, on s'aperçoit que finalement l'hypnose provoque dans le cerveau exactement les mêmes modifications mesurables, objectivables que l'administration de placebo, là où la méditation, qui agit aussi d'un point de vue clinique, qui soulage, ne passe pas du tout par les mêmes voies. Je pense qu'on est à l'aube d'une décennie, très probablement, où on va explorer toutes ces disciplines cousines, où on va essayer de se dire, bon, les gens qui font de la sophro, comment ça se passe dans le cerveau? Ceux qui font de l'hypnose, ça passe par où? La méditation, ça passe par où? La méthode Vitose, ça passe par où? Et on va mieux comprendre en quoi il y a des approches communes, mais en quoi c'est différent. C'est différent aussi, c'est pas pareil de faire de la sophrologie et de faire de la pleine conscience, même si dans les deux cas, on est dans une approche d'écologie de l'esprit, on essaie de restaurer un certain type de rapport respectueux à son esprit, de développer des approches de meilleure connaissance, notamment de ses sensations corporelles, des liens qu'elles peuvent avoir avec notre esprit, etc. Et donc, tout ça est vraiment passionnant. Et moi, je trouve que c'est important, tous ces projets que vous avez de validation scientifique, parce qu'actuellement, c'est la limitation pour des approches comme le Vitose ou la sophrologie, qui sont des approches qui très clairement marchent sur le terrain. On voit très bien des patients qui sont améliorés par ces approches. La question n'est pas là. La question est que quand on n'a pas les fameuses études contrôlées, eh bien, il y a un barrage qui se fait par rapport à oui, mais est-ce que c'est pas suggestion, ceci ou cela. Et pour information, je suppose que vous connaissez tous les méthodes Vitose. Hein, voilà. L'école Vitose, comme vous, a compris ça et ils sont en train de mener une très très intéressante étude où ils comparent les effets du Vitose et les effets de la pleine conscience. Donc il y a une équipe qui est à Grenoble, qui a construit un protocole, on l'a aidé dans la construction de ce protocole, et c'est ça l'avenir. Plus il y aura d'outils dans cette famille des soins tels que les nôtres, mieux ça sera pour les patients, évidemment. Tout à fait d'accord. En fait, dans ces congrès, nous allons déjà présenter des résultats que nous avons eus ici à Barcelone, aidés par un cher de psychiatrie de l'Université autonome de Barcelone, dans lequel, quand on était avec les statisticiens de l'université qui regardaient, mais comment c'est possible des résultats si excellents? C'est-à-dire, l'unique chose qui nous a manqué, c'est faire des biopsies. Parce que la vivance, on l'a déjà, et ça c'est déjà beaucoup mieux que n'importe combien des tables statistiques. Mais ça viendra. Je crois que pour nous, ce n'était pas l'objectif essentiel, mais maintenant, bien sûr, je crois que dès que nous allons commencer à faire ces recherches, petit à petit, la sophrologie va se connaître dans l'ambiance médicale cartésienne. En fait, dans 2 semaines, je vais parler dans une journée de médecine non complémentaire qui organise la faculté de médecine de Nice. Et je crois que de plus en plus, nous sommes en train de voir combien c'est nécessaire ces sortes de, entre guillemets, médecine non complémentaire, parce que nous, les médecins, même cartésiens, parce que nous avons une éducation comme ça, acceptons et regardons comment nos patients améliorent grâce à cette technique. Dernière, avant de passer aux questions du public et après de faire la pratique, parce qu'il nous reste encore un petit peu de marge, le passé, le présent et le futur, la temporalité et la vivance. Je suis tout à fait d'accord qu'en espagnol, il y a un poète qui, je vais le dire en espagnol parce que c'est difficile de traduire en français, qui dit: con recuerdos de esperanzas y esperanzas de recuerdos, vamos matando el momento presente. C'est-à-dire, avec des souvenirs d'espoir et d'espoir de souvenirs, on tue le moment présent. Et je suis tout à fait d'accord que dans les moments actuels où, dans l'activisme, etc., qui nous entoure, on est dans la vie quotidienne, on se trouve avec ou des préoccupations dans le futur, ou des regrets, ou des mal-être sur le passé.
en sophrologie, on le travaille dans la technique. Et je voudrais qu'on la fasse ensemble maintenant que nous allons faire une pratique sophrologique, parce que nous voyons et le futur et le passé, encore une autre fois, d'une façon intentionnelle. C'est-à-dire, au lieu de laisser que mes préoccupations prennent la place sur mon esprit ou que mes souvenirs prennent la place sur mes émotions et que ce soit moi que je suis objet de, je vais être sujet de, mais d'une façon tranquille. C'est-à-dire, comment voudrais-je être dans le futur, dans mon futur? Comment voudrais-je être? Mais d'une façon positive et proactive, intentionnelle. Comment voudrais-je être au niveau, et là nous travaillons les différents aspects de notre être physique et mental, émotionnel et mes valeurs, de cette façon que petit à petit, c'est vrai que ce n'est pas une vivance corporelle, mais que nous sommes en train d'anticiper ce que nous voudrions petit à petit préparer pour être d'une façon, je dirais, méthodologique et progressive. De cette façon que cette technique nous aide à nous préparer pour vivre ce moment qui va venir. Quand il vient, parce que normalement, on ne cherche pas à être dans les Bahamas en train de prendre le soleil avec la piña colada, mais nous sommes en train de nous imaginer dans notre maison, dans un repas familial, mais bien. Donc, quand il vient, on est encore plus conscient. Comment vous voyez, du point de vue de la pleine conscience, cette technique par rapport aux prises de conscience du futur qui est là aussi? C'est important de ne pas le négliger. Il ne faut pas négliger, et souligne 3 fois, le présent. Mais c'est vrai que c'est important aussi, le passé et le futur, prises d'une façon positive. Oui, ça c'est très important, mais c'est en ce sens, je pense, que la sophrologie est plus complexe que la pleine conscience. En pleine conscience, nos objectifs sont à un niveau en dessous. Ce qu'on dit à nos patients, c'est qu'au fond, anticiper et ruminer, ils le font très bien sans nous, et que nous, on veut juste rééquilibrer, on veut juste leur apprendre à créer davantage de moments dans leur vie où ils sont simplement présents à ce qu'ils vivent. Effectivement, ce que vous dites est juste. Quand on leur dit « vous savez très bien anticiper et ruminer », c'est à moitié vrai, parce qu'ils anticipent souvent de manière dysfonctionnelle. Ils n'anticipent pas de manière réaliste, mais souvent de manière dramatisée. Bon, voilà. Et pareil pour le fait de se retourner vers leur passé. Ça, c'est un travail qu'on développe davantage, par contre, en psychologie positive. Donc, c'est clair en vous attendant, mais c'est vrai que moi, avant de rencontrer Natalia, je n'avais pas compris qu'il y avait toute cette dimension des valeurs et de la psychologie positive dans la sophrologie. C'est plus complexe que la méditation, parce qu'il y a des éléments très clairement voisins de ce qu'on fait en psychologie positive. En psychologie positive, on va apprendre, effectivement, ça c'est un peu dérivé aussi des approches cognitives, à nos patients à envisager que parmi toutes les hypothèses concernant leur avenir, leur anticipation, les premières qui leur viennent à l'esprit sont les négatives, mais leur dire, mais est-ce que ça peut aussi, éventuellement, est-ce qu'il se peut que vous ne ratiez pas l'avion et dans ce cas-là, dans quel état vous seriez physiquement? Qu'est-ce que ça vous ferait? Donc, mais ça, on est plus soit dans la thérapie cognitive, soit dans la psychologie positive. En méditation de pleine conscience, souvenez-vous, c'est très influencé par le bouddhisme, et le truc qu'on ne dit pas, mais qui est présent, c'est tu lâches toute forme d'espoir et de désespoir. Tu n'attends rien, tu ne regrettes rien, tu t'en remets à la vie et tu l'affrontes du mieux que tu peux, la vraie vie, le réel. Le virtuel te piégera, que ce soit du côté de l'espoir ou du désespoir, reviens dans le réel. Donc on est dans un truc plus épuré, plus simple. Voilà, en ce sens-là, c'est différent. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup.